Aujourd'hui, nous commençons un nouveau cours sur le vivant, et la question que nous nous poserons dans ce cours est la suivante. Le vivant n'est-il que matière? Pendant longtemps, on s'est demandé s'il était possible de créer du vivant à partir de la matière. Au Moyen Âge, certains alchimistes, l'école de Jabir ibn Hayyan, tentent de créer un être humain vivant en assemblant des matières organiques, sperme, chair, os, nerfs, dans une sphère en mouvement. Ils ont échoué. Il fallut attendre plusieurs siècles avant que l'on parvienne à recréer artificiellement des matières organiques. Le premier exemple célèbre de ce genre est la synthèse de l'urée, réalisée par Frédéric Wöhler en 1828. En chauffant du cyanate d'ammonium, un cristal, Wöhler obtient un nouveau type de substance cristalline très différente, qui n'est autre que l'urée, le constituant principal de l'urine, qui contient de l'azote et que Wöhler avait étudié à l'université. Cette expérience montre qu'on peut transformer chimiquement de la matière a priori inerte en de la matière organique. Le deuxième exemple, tout aussi célèbre, est celui de la brebis Dolly en 1997. Dolly n'est pas née naturellement. Elle a été clonée à partir du noyau d'une cellule somatique adulte d'une brebis, dont le noyau a été transplanté dans l'ovule énucléé d'une autre brebis dénommée Belinda. Dolly est morte à 6 ans et demi, mais son existence est la preuve que la matière organique peut être manipulée un peu comme on fait de la mécanique. Depuis, comme vous vous en doutez, de nombreux clones ont été créés. En 2018, on a cloné en Chine les premiers primates, Zhongzhong et Wawa. Désormais, le clonage des êtres humains est une possibilité théorique. À travers ces deux exemples, on constate que la vie semble être réductible à des processus physico-chimiques, ce qui suggère que le vivant pourrait n'être qu'un simple composé de matière. Par matière, on entend ici un agrégat décomposable ou divisible qui peut exister sans être agencé d'une manière particulière. Si nous défendions l'idée que le vivant n'est que matière, nous serions matérialistes. Le matérialisme est le point de vue selon lequel seule la matière existe, et pas par exemple l'esprit, l'âme ou des choses comme cela. Le philosophe et sociologue Auguste Comte a résumé le matérialisme en disant qu'il consiste à expliquer le supérieur par l'inférieur, entendre expliquer des propriétés plus nobles comme la conscience, l'intelligence, par des propriétés moins nobles comme les cellules, les molécules, les atomes, etc. C'est pourquoi on peut dire que le matérialisme est une position réductionniste. Elle réduit toutes les propriétés du vivant, conscience, action, mouvement, etc., à de la matière. Attention, réductionniste n'a rien de péjoratif et ne signifie pas réducteur. En philosophie, une position réductionniste consiste à expliquer un phénomène complexe en faisant appel à un nombre réduit de principes ou de concepts. D'un certain point de vue, il est tentant de réduire le vivant à de la matière. Les progrès de nos connaissances en biologie et en génétique au cours du XXe siècle semblent montrer que dans le domaine du vivant, on peut expliquer le supérieur, c'est-à-dire les organismes vivants, par l'inférieur, c'est-à-dire les tissus, les cellules qui composent ces tissus, les protéines qui constituent une grande partie de ces cellules et qui vont réguler leur organisation, et bien sûr l'acide désoxyribonucléique ou ADN, macromolécule qui constitue les unités permettant de déterminer la forme de ces protéines, unités qu'on appelle gènes. Du point de vue scientifique, dire que le vivant n'est que matière équivaut à dire que les êtres vivants sont soumis aux mêmes lois qui régissent les phénomènes physico-chimiques. Il s'agit ici d'un réductionnisme puisqu'on applique un même mode d'explication à des phénomènes complexes et très différents. Pourtant, on pourrait tout de suite objecter ici que bien que le vivant soit soumis aux mêmes lois que la matière, il se distingue quand même d'un simple agrégat de matière inerte. En effet, bien qu'ils soient constitués d'éléments matériels, les êtres vivants ne sont pas inertes. Ils peuvent s'animer, comme par exemple pour manger leurs compagnons. C'est le fait que le vivant s'anime qui semble indiquer qu'il est davantage qu'un simple agrégat de matière et que ses mouvements et actions caractéristiques aient pour cause un principe immatériel, une âme, un esprit, un élan, une force. Tout le monde s'accordera, je pense, sur le fait qu'un mur de pierre n'est pas vivant, et que la raison principale de cela est qu'il n'est qu'un agrégat de matière inerte, incapable de mouvement propre. Si je fais une entaille dans le mur, elle ne se reconstituera pas ni ne cicatrisera comme la peau ou comme une plante. Le mur est comme une sorte de cadavre, quelque chose de mort. Oui, mais en même temps, dira un autre objecteur. Le problème est que la mort est justement une caractéristique fondamentale du vivant. Le médecin Claude Bernard allait même jusqu'à affirmer au XIXe siècle que c'est principalement grâce aux phénomènes de mort, autrement dit des phénomènes de destruction organique, que la vie s'observe, les processus de synthèse organique nous restant cachés, en tout cas tant qu'on ne va pas observer l'organisme à l'intérieur. Voici ce que dit Claude Bernard à ce sujet dans son ouvrage Leçons sur les phénomènes de la vie. Les phénomènes de destruction ou de mort vitale sont ceux qui nous sautent aux yeux et par lesquels nous sommes amenés à caractériser la vie. Les signes en sont évidents, éclatants.
quand le mouvement se produit, qu'un muscle se contracte, quand la volonté et la sensibilité se manifestent, quand la pensée s'exerce, quand la glande sécrète, la substance du muscle, des nerfs, du cerveau, du tissu glandulaire se désorganise, se détruit et se consume. De sorte que toute manifestation d'un phénomène dans l'être vivant est nécessairement liée à une destruction organique. Une manière de traduire ce que dit Claude Bernard ici est que dans l'organisme vivant, les réactions cataboliques sont plus remarquables que les réactions anaboliques. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce qu'on appelle métabolisme, c'est-à-dire les phénomènes caractéristiques du vivant comme la nutrition, l'excrétion, la respiration, regroupe en fait deux types de réactions. Les réactions anaboliques, qui consistent en une synthèse organique, c'est-à-dire que les molécules vont se construire à partir d'unités plus petites avec de l'énergie extérieure, et les réactions cataboliques, qui sont des phénomènes de destruction organique, c'est-à-dire des phénomènes où les molécules vont se casser en unités plus petites et vont relâcher de l'énergie. Bernard dit simplement que les réactions cataboliques sont les plus visibles et que ce sont elles qui nous permettent de distinguer visuellement le vivant de la matière inerte. Donc, selon Bernard, la vie est aussi bien caractérisée par des processus d'organisation que par des processus de désorganisation. Et la mort, de ce point de vue, est quelque chose non pas d'opposé, mais d'inhérent à la vie. Et en effet, si l'on y réfléchit, les processus de décomposition sont souvent des signes de la vie, qu'il s'agisse du pourrissement, de la moisissure ou de la fermentation. Et ces phénomènes montrent que la différence entre vivant et inerte n'est pas tant une différence de nature qu'une différence de degré. Le passage du vivant à l'inerte n'est pas abrupt, mais continu. La mort est en fait un processus de transformation comme tous les processus de dégradation organique qui se produisent régulièrement dans la vie. Dans le cas de la mort, il s'agit simplement d'une transformation à plus grande échelle. Et si l'on regarde du côté de la valeur culturelle de la notion de vivant, celle-ci n'en reste pas moins ambiguë. Il nous a paru évident tout à l'heure que des agrégats de matière comme les murs n'étaient pas vivants. Mais dans les cultures où les croyances animistes sont importantes, la propriété d'être vivant ou d'avoir une âme ne se limite pas qu'aux organismes. Elle s'étend également aux objets inanimés ou à certaines parties de l'environnement. Par exemple, au Japon, on impute aux créations artificielles comme les robots ou les automates une âme, en général celle de son créateur. Voici par exemple le robot Kiyomori qui fut emmené dans un sanctuaire shinto le 1er décembre 2005. Oui, c'est vrai, la notion de vivant est ambiguë, au point que certains biologistes ont décidé d'exclure le concept vivant du vocabulaire scientifique. Cependant, malgré ces ambiguïtés, les organismes semblent quand même avoir des propriétés distinctives qu'on les considère comme vivants ou comme morts. Pour revenir à notre exemple de la décomposition, bien que la distinction entre vivant et inerte soit une distinction de degré, il semble quand même y avoir une différence entre les processus de décomposition organique et les processus de décomposition de matière inorganique. Le pourrissement d'un corps organique ou la maladie ne semble pas équivalent aux phénomènes d'oxydation comme la corrosion. La comparaison de ce genre de phénomène constitue l'une des justifications du vitalisme, point de vue selon lequel la vie ne peut être réduite à des phénomènes purement physico-chimiques comme ceux qu'on observe sur les matières inertes comme les minéraux, mais que les êtres vivants sont également animés par un principe ou une force vitale. Par exemple, Bichat, qui était vitaliste, définit la vie comme l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort, ce qui suppose l'existence d'un principe à la base de cette résistance. Bien que le vitalisme aujourd'hui soit moins répandu et même considéré comme dépassé, notamment à cause d'expériences comme celle de Wheeler, le mystère de la vie subsiste encore lorsqu'on s'interroge sur ses origines, son apparition, son évolution. À partir de ce que nous avons dit, nous pouvons distinguer deux problèmes. Premier problème. À première vue, le vivant s'oppose à l'inerte, ce qui n'est composé que de matière, ce qui est inanimé. Mais en même temps, il semble y avoir une continuité entre le vivant et la matière. Le vivant naît d'une agrégation de matière, atomes, molécules, etc. La mort est un phénomène de désintégration matérielle. Deuxième problème, la notion de vivant semble être très variable selon les cultures. Mais en même temps, les organismes vivants semblent bien être des objets de science, grâce à la biologie et à la génétique, ce qui suggère que les phénomènes associés à la vie sont réductibles à de simples phénomènes physico-chimiques, des processus de synthèse qui n'ont a priori rien de sacré. La question se pose donc, le vivant n'est-il que matière ?